bon? Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Le 31 décembre est un moment très attendu, notamment parce qu'il mène nos compatriotes et ceux qui sont aussi autour de la planète vers le terme d'une année, mais surtout parce qu'il ouvre les portes d'une nouvelle. Et dans ce registre-là, comme il est de tradition, le président de la République s'adresse à ses compatriotes en cette circonstance. Un traditionnel message qui sera adressé dans moins de 2 heures de temps et qui sera très suivi comme on peut se l'imaginer, comme cela est de tradition. Nous avons choisi dans le cadre justement de l'attente de ce message de vous plonger déjà dans ce qui se disait en 2018 lorsque le chef de l'État se prêtait à ce même exercice. Tout au long de la soirée, Canal 2 International va donc vous permettre d'entrer d'abord dans les perspectives qui étaient déjà lancées dans le message de 2018, mais ensuite de suivre ce message du chef de l'État. Et après, nous irons du côté de Yaoundé où le décryptage de ce nouveau message sera fait. Une fois de plus, merci d'être au rendez-vous, ce nouveau rendez-vous spécial que nous vous proposons sur les antennes de Canal 2 International. Nous allons accueillir quelques invités avec lesquels nous allons parcourir ce temps d'antenne pour justement revisiter quelques aspects du discours de 2018. Alors, ils sont 4 avec nous dans ce studio, avec qui nous allons justement revisiter ce discours comme nous l'annoncions. Le premier, à l'extrême droite, Serge Gauthier Onanena. Il est donc un des cadres du PURS, le parti pour la rénovation sociale, n'est-ce pas? Merci d'être là, bonsoir. Bonsoir, très cher. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Je m'acquitte d'abord d'un premier devoir sur vous, celui de vous adresser les meilleurs vœux. J'intensifie et j'étale cette adresse aux autres panélistes et à tous nos militants. Alors, tout à côté, Didier Imkwa, environnementaliste, écologiste. Il est aussi dans la région du littoral, le coordonnateur du Front pour le salut national du Cameroun, le parti dirigé par Issa Thirou Mabakari. Merci Didier Imkwa de répondre à cette sollicitation. C'est moi qui te remercie, M. Kissandro, de partager ton plateau le dernier jour de l'année. Et tu me permets de me soustraire à un rituel traditionnel de fin d'année, adresser mes meilleurs vœux de paix, de prospérité, d'amour, de santé à tous ceux qui nous ont accompagnés durant l'année 2019. Je salue aussi mes copanélistes, je salue le président national du FSNC avec tout son état-major. Merci une fois de plus de m'inviter à ce débat éclectique. Très bien. Amadou Oumarou, il est avec nous dans ce studio. Il est là pour le compte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Il appartient d'ailleurs à cette cellule de communication. C'est un plaisir de vous avoir, Amadou. Merci beaucoup, M. Ndobro. Bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de la télévision Canal 2 International. Voyez-vous, le président de la République, son Excellence, M. Paul Biya, s'adresser là à la nation comme de coutume pour un message que tous les Camerounais attendent avec impatience d'ici quelques heures, comme vous venez de dire. Très bien. Et pour avoir le regard technique de ces questions, nous avons choisi de convier un fidèle, n'est-ce pas, de nos espaces, qui est toujours disponible, le docteur Luison Essomba, universitaire, enseignant, spécialiste des questions de droit. Merci d'avoir répondu à cette nouvelle sollicitation, docteur Luison. Bonsoir Christian, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs du Canal 2 International. Permettez-moi de sacrifier à un rite celui justement de saluer mon épouse et les enfants et tous les Camerounais. Et je souhaite que l'année qui commence soit une année de bonheur pour tous les Camerounais. C'est le moins que l'on puisse souhaiter à nos compatriotes en attendant de franchir le cap de cette année 2019 qui va, nous l'espérons, conduire l'ensemble de nos compatriotes vers 2020 dans de bonnes conditions. On va, avec vous, nous l'annoncions, revenir sur quelques aspects qui ont marqué cette année 2018, tout au moins des aspects développés déjà dans le discours, cette adresse à la nation du chef de l'État en 2018. Et nous avons choisi d'évoquer la question sécuritaire qui, elle,
s'était invité de manière assez importante dans ce discours. Je vous suggère d'écouter avec le concours de la réalisation ce premier arrêt avant de revenir à vous, chers messieurs. Dans son adresse à la nation, le 31 décembre 2018, le président de la République évoque déjà la place centrale de la question sécuritaire dans les préoccupations majeures qui entourent le chemin du développement du Cameroun. La sécurité étant la condition sine qua non de la paix civile et du progrès économique et social, elle devra avoir la priorité. La situation étant stabilisée à l'extrême nord et sous contrôle à notre frontière orientale, c'est le contexte qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui retiendra l'essentiel de mon attention. Dans cette dynamique, le dispositif sécuritaire a été renforcé. La présence du 5e région militaire interarmée avec Bamenda comme rampe de commandement pour neutraliser les auteurs d'exactions qui utilisent la crise en cours pour s'aimer la terreur. Si l'appel à déposer les armes que j'ai lancé aux entrepreneurs de guerre reste sans réponse, les forces de défense et de sécurité recevront instruction de les neutraliser. L'option militaire s'accompagne dans ce discours de Paul Biya d'une main tendue pour un désarmement et une réinsertion dans les principaux foyers de tension du pays. Dans un esprit de concorde nationale, j'ai décidé, pour éviter le recours à des mesures extrêmes, de créer un comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Cette initiative, je le souligne, offre une porte de sortie honorable à ces ex-combattants, ainsi qu'une perspective de réinsertion sociale. Ce cap fixé par Paul Biya en fin d'année 2018 a certes permis de juguler la menace dans certaines localités, mais reste confronté aux extensions complexes de la crise sécuritaire née des tensions sociopolitiques dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et dans une moindre mesure à l'extrême nord et dans la partie orientale du pays. La tenue du grand dialogue national et les différentes campagnes de sensibilisation ont permis de vivre la volonté de reddition de certains combattants séparatistes, mais également le ras-le-bol des populations qui n'aspirent qu'à un retour définitif à la paix. Nul doute que ce 31 décembre 2019, dans son traditionnel message de fin d'année, Paul Biya fera le point de la situation à ses compatriotes et proposera à ceux-ci des axes, d'une part, pour consolider les bons points et d'autre part, pour améliorer la sécurité nationale, maillon essentiel de la paix et du développement du pays. Voilà donc ce sujet conçu avec toute la collaboration de toute la rédaction qui nous permettait déjà de revisiter ce pan important du message du chef de l'État à ses compatriotes au soir du 31 décembre 2018. Je commence par vous, Didier Imkwa. Il y a du chemin parcouru certainement entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019. On attend de voir ce que le chef de l'État dira dans ce secteur. Mais est-ce que vous avez l'impression que la posture du président de la République en 2018 s'est effectivement manifestée sur le terrain concernant les aspects sécuritaires? Je crois que le discours du chef de l'État c'est un discours assez apaisant. Assez apaisant, sauf que il a pris un certain nombre d'actes, mais on a l'impression qu'en face, d'autres acteurs de la guerre ou bien de la crise, de conflit armé, ne sont pas prêts à accepter l'acte du chef de l'État. Mais sur le plan de l'opinion internationale et nationale, on sait que des efforts ont été faits. Beaucoup d'efforts ont été faits. On parlera par exemple du grand dialogue national, on parlera beaucoup d'autres choses. Par exemple, la dernière actualité en pesant les 100 camions que le président de la République vient d'envoyer dans ces régions-là. Mais il ne faut pas surtout oublier l'extrême nord. Parce que l'extrême nord aussi,
C'est vrai que c'est un autre foyer de tension. Sur un autre plan, il y a une stabilisation, mais la guerre est encore, ça existe encore à l'extrême nord. Il ne faut pas aussi ignorer les incursions d'un certain nombre de bandits dans la partie orientale. À l'est. Voyez-vous, le 6 novembre 2019, nous avons organisé une conférence de presse sur les victimes silencieuses qu'on a tendance à oublier en temps de guerre, en temps de conflit armé. Je parle là des composants physiques de l'environnement. Il faudra aussi en parler. Il faudra à un certain moment... Là, vous défendez votre chapelle. Oui, je suis l'environnement qui souffrirait de ces conflits. Il faudra à un moment dire que la guerre a un impact irréversible sur l'environnement. Parce que les balles qui sifflent tout le temps sont des balles qui sont constituées de substances toxiques. Lorsqu'on détruit la nature, lorsqu'on détruit l'habitat naturel, tous ceux-là qui sont en divagation, toutes ces personnes-là qui sont en train de fuir dans les forêts, surexploitent la biodiversité, les éléments de la forêt, cela a un impact sur la forêt. Il faut à un moment donné se le dire. Pour sortir, je voudrais dire ceci. Oui, nous sommes aujourd'hui en face d'un bilan mi-raisin. On ne peut pas ignorer les actes de chef d'État, mais il faut appeler la conscience, la clause de conscience de nos frères anglophones qui ont, j'ai l'impression, un peu extrémistes, qui ne cherchent pas peut-être à saisir la main tendue du chef de l'État. Alors, Serge Gauthier-Onanena, je ne sais pas si vous partagez cet avis de Didier Mkwa. Est-ce que vous avez l'impression effectivement que la posture du chef de l'État et les actions qui ont suivi sur l'aspect sécuritaire en 2019 était une posture malheureusement qui fait face à un extrémisme de la part de ceux qui sont engagés dans l'entreprise de guerre? Dans tous les cas, chez nous au PURS, nous avons participé à un ensemble d'activités que nous avons d'abord appelées de nos voeux. Nous avons commencé à condamner, appeler de nos voeux le dialogue. Nous avons indiqué la forme qu'il devrait prendre. Nous avons proposé une approche méthodologique et nous avons été satisfaits qu'il y ait un dialogue, même si il n'a pas sur le plan technique et dans les détails répondu à la configuration qu'on aurait voulu qu'il ait. Donc le dialogue déjà était une main tendue. Malheureusement, parmi tous ceux qui ont demandé à ce dialogue, il y en a qui se sont rebiffés, qui se sont radicalisés, claqués murés d'ailleurs. Tenez, le jour où le dialogue commence au Cameroun, c'est ce jour où Madame Ayafor est brutalement assassinée et une vidéo de propagande est diffusée en Mondiovision. Cela précisait clairement la position des autres. Mais toujours est-il que c'est la question de notre identité, de notre vivre ensemble qui était en jeu, qui continue à être en jeu. Et un ensemble d'actions, il faut le reconnaître, ont été posées. Et le grand dialogue est l'une des actions, l'une de ces actions, le statut spécial également, la langue officielle, mais tous ces textes ont ceci de particulier qui sont bons, mais vous savez que le problème au Cameroun, c'est dans la pratique, la mise en œuvre. Avec un gouvernement qui a échoué pendant beaucoup d'années, les textes ont toujours été parfaits, mais il y a un problème de mise en œuvre avec quels hommes. Vous savez, c'est ça le problème. Je prends quelques exemples pratiques. On nous parle il y a un décret portant sur la langue officielle. Mais moi, je vous pose une question, M. Ndobo. Comment, de quelle façon si on prévoit que le français et l'anglais sont des langues officielles, encore que nos bus ne sont pour l'adoption d'une langue nationale, comment on sanctionne le collègue, le voisin de bureau qui, dans un service administratif public ou privé, s'entretient, échange avec son frère ou sa sœur en langue nationale pour vous mettre en difficulté professionnellement? Voilà des choses simples. C'est un autre champ très complexe. Ce sont des indicateurs d'évaluation. Et on est dans la pratique, c'est-à-dire que le tout n'est pas... Et dans l'exploitation des documents officiels. Voilà, on a mis des textes, on a la décentralisation qui a été annoncée, à son accélération, on est passé de 1 à 2,5% à 15%, c'est une bonne annonce. Mais on va voir de façon concrète. Alors, restons sur la spécificité de la question sécuritaire. Oui. On en parle avec Amadou Oumarou. On a donc suivi cet extrait du chef de l'État. On évoquait déjà de façon un peu plus large la situation globale de la question sécuritaire dans notre pays. Quel est le sentiment que vous avez entre l'examen de cette position, de cette posture du chef de l'État et la réalité que vous avez perçue tout au long de l'année 2019? Oui, monsieur Gauthier, voyez-vous, l'année 2018 a été marquée par des événements très importants dans la vie de notre nation.
et le grand dialogue national que le président de la République, son Excellence... Vous parlez bien de l'année 2019. Oui, a convoqué. Dans ce sens, c'est toujours pour trouver des solutions à ces problèmes de la crise anglophone. À l'heure où nous sommes, ces jours, je vous dis maintenant, il y a une délégation de nos déplacés internes, externes qui étaient du côté de Nigeria, qui ont frôlé le sol camerounais. D'ailleurs, nous l'avons parmi lesquels dans l'édition du 13 vous continuez. Nous l'avons, vous continuez. Dans l'édition du 13 d'ailleurs, nous l'annoncions en exclusivité, un contingent justement de réfugiés camerounais qui se retrouvaient du côté du Nigeria, qui sont partis d'Abuja aujourd'hui pour Yaoundé. Vous continuez. Parmi lesquels il y a des généraux des Ambaboy qui sont dans la délégation. Tu vois comment l'avancée pour trouver une solution définitive à cette crise qui nous a beaucoup dérangé dans notre pays. Et par rapport à Boko Haram, voyez-vous, toutes les dispositions ont été prises. L'armée républicaine camerounaise a pris toutes les dispositions pour repousser l'ennemi hors de nos frontières. Et actuellement, il y a quelques petits foyers de tension, des individus qui quittent du Nigeria pour venir se mettre des désordres au Cameroun et rentrer toujours au Nigeria. Mais l'armée est déjà sur place pour les repousser dès qu'ils tenteront d'arriver dans notre territoire pour semer de la terreur au sein de notre pays. Et maintenant, la situation de nos eaux. Voyez-vous, le président de la République a pris des mesures phares durant le grand dialogue national. Ce grand dialogue national s'est déroulé du 30 au 4 octobre avec 8 points qui ont été inscrits à l'ordre du jour, parmi lesquels le bilinguisme, parmi lesquels la décentralisation, parmi lesquels la justice et l'éducation. Ce sont les points... Mais sauf qu'on n'avait pas ces prémices-là dans le discours de... Mais c'est Chris Dobo. Et voyez-vous l'article 62 alinéa 2 de la Constitution prévoyait les statuts spéciaux. Et maintenant, le contenu de ces statuts spéciaux est déjà clair. Le président de la République a demandé au président de l'Assemblée nationale de convoquer une session extraordinaire. Et dans cette session, ils ont débattu sur le code de la décentralisation, les lois sur le tribalisme et beaucoup de lois qui cadrent dans la démarche de retrouver une solution définitive dans ces deux régions du pays, M. Dobo. Voyez-vous, toute l'attention du gouvernement de la République, toute l'attention de tous les camarades de RDPC porte sur ces deux régions du pays pour que ces Camerounais de ces deux régions aussi vivent en paix pendant ces périodes festives, que tout se passe dans de très bonnes conditions. Alors, avec vous, Louison et Somba, on va rester sur cet aspect sécuritaire, au-delà du satisfecit qui semblait se dégager des propos de Damadou Oumar. On peut quand même s'interroger, comme de nombreux compatriotes, sur ce que quelques-uns appellent ce dialogue de sourds. Maintenant, on n'a peut-être pas les ingrédients pour mesurer la majorité ou alors la quantité de ceux qui s'engagent ou accueillent favorablement un certain nombre de mesures. Comment comprendre, de votre point de vue analytique, le fait qu'on continue à avoir des violences, des actes barbares, des assassinats, des rapts, alors qu'on a un certain nombre de mesures annoncées ça et là qui devraient concourir, tout au moins dans les intentions, à amener la sécurité. Christian, permettez que je parodie, ou du moins que je paraphrase le président de la République. Il a dit avec la paix, nous avons la prospérité, nous avons le développement, et avec la guerre, c'est la misère. Et que pour répondre aussi aux propos très bien développés par le professeur Narcisse Molekombi. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous notons avec beaucoup d'intérêt et beaucoup de satisfaction un engouement réel du gouvernement camerounais de prendre à bras le corps la question sécuritaire au Cameroun. Le président de la République a créé un ensemble d'institutions qui me semblent, si elles étaient véritablement pas mises en place, mais si ces institutions avaient rencontré l'adhésion de tous nos frères qui continuent d'arborer des habits de sécessionnistes jusqu'aux bouddhistes, c'est qu'aujourd'hui nous sommes en réalité dans un contexte de retour à la paix. Je peux les indiquer. Le président a mis en place une commission du bilinguisme et du multiculturalisme, un comité national de démobilisation, de désarmement et de réintégration. Il a mis en place un plan d'urgence humanitaire. On a vu aujourd'hui, et lui-même il a dit, on a mis en place un code général sur la décentralisation. Et en plus de cela, il y a un statut spécial qui est accordé aux zones dites querelles. Vous voyez qu'on peut se limiter à ce niveau pour dire qu'en réalité, on note un réel engouement, une réelle détermination du gouvernement camerounais
à chercher à juguler et à ramener la paix. Mais en face, nous avons une résistance qui, à mon niveau, ne s'explique pas. Parce qu'à un moment donné, il faut faire la guerre, mais à un autre moment donné, il faut arrêter la guerre pour revenir vers la paix. Donc je pense pour ma part que nous convions de tous nos voeux, nos frères de ce côté-là, de penser que la paix, c'est la seule chose, le président l'a dit, c'est le socle de la détermination du fonctionnement d'un État démocratique. Alors, le temps que nous accueillons aussi Mathias Kameni qui nous a rejoint dans ce studio, il est cadre du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. On regardait donc justement ce volet sécuritaire du message du chef de l'État en 2018, avec bien évidemment ce regard rétrospectif. On peut tenter de voir ce qui a été fait concrètement pour amener cette paix et peut-être tenter de comprendre pourquoi est-ce que des velléités d'insécurité continuent à être présentes dans certaines parties du pays. De votre point de vue, est-ce qu'on peut trouver des éléments de justification de cet état de choses? Est-ce que vous convenez, comme quelques-uns ici, que à cette main tendue ou à ces actions du chef de l'État, on a pratiquement en face des personnes extrémistes? Avant de commencer, je voudrais d'abord dire bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tous les Camerounais qui nous regardent. Et avant d'entamer mon propos, n'est-ce pas, par rapport à votre question, je voudrais dire que la situation a été très mal analysée au départ. Oui. C'est justement pourquoi nous en sommes là aujourd'hui, parce qu'il faut quand même dire... Où nous en sommes de votre point de vue? À un chaos. Nous sommes... Parce que quand on évalue déjà 12 000 morts, ça veut dire que c'est un chaos. Et le RDPC est responsable de cela, parce que nous avons dit à M. Biya à l'époque que seul le dialogue pouvait nous faire sortir de la situation. Mais M. Biya étant un terroriste et un chef de guerre, parce que le premier terroriste, il faut le dire, et un chef de guerre, il a opté pour la violence. Et voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Il faut également rappeler que, à nos jours, pendant qu'on est en train de gaspiller un champagne d'1,5 milliard à étudier à cause des Camerounais qui dorment dans des forêts. Non, et nous sommes Mathias Kameni, s'il vous plaît, vous allez continuer. Nous sommes Mathias Kameni, vous allez continuer. Je voudrais simplement qu'on respecte le canevas de l'intérêt analytique que nous avons ce soir. Vous avez tout le temps de faire votre campagne, votre propagande et même de décrier ce que vous voulez. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, avant ce message attendu, c'est de comprendre ce qui a évolué et ce qui n'a pas évolué sur le plan de l'aspect sécuritaire. Maintenant, en quoi est-ce que la bouteille de champagne nous entraîne sur les questions analytiques de sécurité? C'était justement pour vous dire que si on aurait commencé par le dialogue, nous n'en serons pas là. Il y a eu un dialogue. Oui, mais il y a eu un semblant de dialogue. Parce que vous ne pouvez pas... S'il n'y avait pas ce dialogue, Maurice Kamto était en prison. On va le laisser terminer, laissons-le terminer. Parce que vous ne pouvez pas aller au dialogue en laissant ceux qui ont commencé ce mouvement en prison. Avec qui vous allez discuter? La preuve en est que pendant que vous étiez au dialogue, on coupait la tête de quelqu'un à Bamenda. Donc ça veut très bien dire que ces gens ne se reconnaissaient pas en ceux qui étaient à ce grand dialogue pour les représenter. C'est justement pourquoi nous avons appelé à la libération sans condition de tous les prisonniers politiques pour que Manchou Bébissi, Mamadou Mokhtar, Sissi Kouayoutabe, qu'ensemble, qu'ils soient là pour participer à ce dialogue pour que directement ça a l'effet, n'est-ce pas, sur les combattants qui sont sur le terrain. Parce qu'en réalité, ils ont commencé ensemble. Alors vous dites quoi de ces combattants qui ont décidé de déposer les armes? On parle de quelques-uns, même encore aujourd'hui, certains qui ont été présentés au grand dialogue et qui ont d'ailleurs décliné leur identité. Cela ne compte pour rien? Et justement, quand on nous a présenté beaucoup de personnes qui avaient déposé les armes... Vous ne croyez pas que ce soient des combattants? Non, nous-mêmes nous sommes réjouis. Parce que, bon, finalement, s'ils ont déposé les armes, c'est tant mieux. Mais le problème, c'est que, bien après, on a vu que la violence s'est intensifiée. Nos frères continuent à tomber. De votre point de vue, quelle serait la solution magique qui permettrait aujourd'hui d'arrêter tout d'un coup les velléités? Nous pensons qu'il a encore temps, et nous maintenons notre position. Il faut libérer tous les prisonniers politiques, parce qu'ils sont là encore plus de 1000. Il faut tous les libérer. Il faut convoquer. Je dis, ils sont... Moi, j'étais quand même là-bas. Ils sont encore là-bas nombreux. Il faut libérer tous les prisonniers politiques. Il faut convoquer un dialogue national et sincère, vérité et réconciliation. Très bien, Mathias Kameni. Alors, on va continuer dans cette lancée. On a vu
Vous aurez un temps de parole. Vous aurez un temps de Monsieur parole. Kameni ne peut pas prononcer de faux chiffres, je laisse passer ça. Maurice Kamto parle de 12, il parle de 3 vous aurez un temps de parole. Alors, on va simplement rester sur la compréhension des blocages sur l'aspect sécuritaire. De votre point de vue, Serge Gauthier Onanena, est-ce que vous pensez comme Mathias Kameni qu'on a en face une attitude du gouvernement qui ne prend pas en compte la réalité de la problématique et qui finalement fausse la solution sécuritaire? Alors, je vous réponds rapidement, d'abord en intervenant sur certaines choses qui ont été dites ici. Oui. Je suis très souvent gêné par la propagande du gouvernement de la République quand on arrange, quand on a des prisonniers de guerre ou des déplacés qui rentrent, on ne fait pas la propagande dessus tant que la situation ne s'est pas totalement apaisée, parce que ceux qui sont encore armés peuvent en profiter pour régler les comptes. Parce qu'il y a des mécanismes, c'est pour ça que... La propagande par rapport à quoi? Pour préciser votre la vision. propagande, c'est ces images qu'on continue à montrer de ces personnes. Mais vous n'avez pas vu d'image? Ben écoutez, quand vous me parlez d'image, ce général, on a évoqué 2 généraux. Il y a un premier général qui a fait une réédition et on l'a exhibé devant tout le monde et il a été tout de suite abattu ou assassiné par les siens. Donc on peut faire des annonces, mais il faut faire attention avec la sécurité des gens parce qu'il y a un mécanisme bien organisé qui permet qui facilite cela. Donc cette caractérisation me gêne un peu. 12 000 morts, je ne sais pas trop quel institut de sondage ou bien quel outil statistique nos amis du MRC ont pour pouvoir. C'était d'abord 3 000 morts et puis 12 000 morts. Il y a certainement 8 000 qui en sont ou 9 000 qui sont morts une semaine plus tard. Moi je suis... Mathias Kameni, j'ai tenu à ce qu'on alors vous posez dans la question de savoir pourquoi. Oui. Moi je dis, dans une guerre, je la schématise souvent comme un conflit familial, mais à la macro-échelle. Large échelle. Voilà. Alors, dans un conflit, dans une tension, il y a certainement 2 parties. Et chacune des parties est censée, pour que le conflit et la tension s'arrangent, faire des concessions. Mettre un peu d'eau dans son vin. Voilà, de volonté politique, de volonté, de toutes les formes de volonté que nous connaissons. Sauf que concernant le cas de la crise anglophone, on peut citer une litanie de ce que les pouvoirs publics ont fait. Évidemment, cela n'est pas suffisant, mais on sent quand même que de la part des sécessionnistes et des autres, ceux qui sont dans tous les cas dans la forme armée, il n'y a pas d'effort, plutôt, ils le continuent. Je vais prendre un cas simple. Vous savez, monsieur Ndobo, que sur le plan militaire, il y a la Convention de Genève. La Convention de Genève statue qu'il y a une manière de gérer à la fois les prisonniers de guerre, et il y a une manière de gérer les crimes de guerre. Et dans le cas de cette crise anglophone, on est au regret quand même de constater que c'est de la manière la plus abjecte et la plus insupportable qu'on assassine au mépris de ces différentes conventions. On n'est donc plus là dans une guerre, on est là dans du terrorisme pur. Quelqu'un m'a dit sur un plateau un jour, mais écoutez, je n'ai pas de reproche à faire au gouvernement de la République, à l'État, c'est à lui de se battre. Je lui ai dit, mais écoutez, pourquoi Jean-Pierre Bemba, à la Cour spéciale, au tribunal spécial criminel international, la Cour pénale internationale, c'est parce qu'il n'a pas respecté un certain nombre de règles. Donc il faut que chacune des parties, notamment ces anglophones-là, ceux qui se sont radicalisés, sachent qu'ils ont affaire à la vie humaine. Et pour terminer, et c'est par là que je chute, il faut faire un calcul mathématique simple. Moi, je suis républicain. Si la crise anglophone a déjà coûté 2 milliards de francs aux individus, à ceux qui financent cette guerre, s'ils avaient divisé ces 2 milliards de francs par 50 millions, on aurait 40 groupes de 10 jeunes. Et ce qui est plus utile et plus républicain, c'est de financer les gens pour qu'ils sortent ils s'éduquent, ils s'emploient et deviennent autonomes. Plus que de financer la guerre. Voilà. Ok, c'est compris. Alors, mon cher Amadou Oumar, on ne va pas revenir sur les polémiques de chiffres. Hein. Tout au long de l'année, on les a eues. Ce qui est plus important, c'est peut-être de donner des éléments de compréhension de cette persistance de l'insécurité, nonobstant les initiatives prises et finalement cette main tendue du chef de l'État que vous avez évoqué comme étant une main tendue vers finalement le dialogue. Monsieur Nobo, à l'heure où nous sommes maintenant, les ministres délégués à la Défense, Monsieur Joseph Betty Assomo est sur le terrain dans les Nozo. Et le cardinal Tumi a effectué une caravane de descente sur le terrain dans les 2 régions du pays. Il a échangé avec ces sécessionnistes. Et beaucoup sont en train de déposer les armes pour rejoindre la ville et entrer dans les CDDR.
premièrement. Et deuxièmement, tous ceux qui pensent cautionnent cette crise anglophone pour que notre pays soit déstabilisé. Les Camerounais n'acceptent pas ça. Parce que certains partis politiques, à l'instar d'IMRC, je le cite ici, qui cautionnent et qui a des complicités pour tenter de semer du chaos dans ce pays, les Camerounais ne peuvent pas cautionner cela. Très bien. Parce que nous tous, nous sommes soudés derrière le président Paul Biya. Et sa politique, si un Camerounais perd sa vie à Boya ou à Bamenda, c'est tout le monde qui est inquiété. Les forces de maintien de l'ordre se déploient sur le terrain tous les jours. Qui sont à côté avec les comités de vigilance qui ont été créés, qui ramènent les informations, un calme règne dans ces deux régions du pays. Même actuellement, il y a des jeunes qui rentrent dans les CDDR. Comment on peut faire un discours de haine contre son propre pays? Je m'interroge si certains même sont de vrais patriotes. Très bien. Ils aiment leur pays. On va s'en tenir à cette interrogation. Didier Mkwa, la question suscite, d'ailleurs, nous l'avons souvent évoqué, beaucoup de passion, mais le problème fondamental reste et demeure celui de l'adressage de cette problématique pour une solution définitive. De votre point de vue, comment pourrait-on s'y prendre au regard de ce que le chef de l'État a annoncé en 2018 pour que la main tendue soit une main finalement qui trouve écho? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais feuilleter page après page, page après page, l'histoire du Cameroun. En octobre... On n'aura peut-être pas non, tout le temps pour ça. En octobre 1959, l'honorable Daniel Kemajou, président du parti les Paysans Unis, demanda à M. Aïdjo, Premier ministre à l'époque, d'organiser une table ronde. Avant cela, il avait demandé à M. Aïdjo d'accorder une amnistie générale à tous les acteurs politiques, à même ceux-là qu'on appelait terroristes et maquisards. Donc, l'idée du grand dialogue n'est pas née de 2013 avec M. Kamto. Nous sommes en 1959. Il faudrait que les gens lisent l'histoire de leur pays. Revenons donc sur votre question, M. Dobo. Il faut s'inscrire dans la démarche de l'alternance ou bien de la transition à la tête de l'État. Vous pensez que c'est ça la problématique? Il y a une franchisation de la crise anglophone. Les faucons de deux camps qui piaffent arriver au pouvoir. Certains hommes politiques qui pensent que le président Biya a jamais mis assez du temps, se heurtent par des mésodiscours, par des anti-discours, entretiennent en sous-main la crise anglophone. Pourquoi pas Boko Haram? Souvenez-vous du discours du président, le très honorable Kawayege, un jour, devant la représentation nationale, déclarait ceci: il y a Boko Haram parmi nous. C'est un discours qui n'est pas passé comme une lettre à la poste. Même si on continue ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut, pour mieux comprendre la crise, l'encerclement du Cameroun par des logiques externes et internes, il faut s'inscrire dans ce contexte de l'alternance à la tête de l'État. C'est pour cela que la main tendue du chef de l'État ne sera pas, ou bien sera difficilement reçue. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il est temps qu'il parte du pouvoir. Si j'avais du temps, je devais vous élaborer. Malheureusement, on n'en a pas. Les 5 scénarios d'alternance à la tête du l'État. Donc, il faut aller plus loin. Regardez, je n'ai pas de franchise. Au quartier, on dit, j'achète cette affaire-là. C'est ça le processus. Donc vous pensez qu'il y a de franchisation. Pas que je pense, je fais là une analyse politologique, pas de fait. Et si je m'appuie sur la déclaration quand même de M. Kavaï, qui n'est pas n'importe qui. Vous l'avez dit, c'est compris, Voilà. c'est compris, Didier Mkwa. Alors, on va sortir, puisque le temps qui nous est imparti n'est pas indéfini, on va sortir de cette question avec vous, Dr Luison Essomba, pour quand même essayer de comprendre un certain nombre d'éléments mis en face par certains qui estiment effectivement que le gouvernement a peut-être fait un mauvais diagnostic et administre un mauvais traitement. Et dans cet extrait du président de la République que nous avons suivi, il y avait à la fois l'appel à déposer les armes, mais aussi la menace de l'usage de la force régalienne pour faire régner l'ordre. Est-ce qu'on n'a peut-être pas des éléments à prendre dans ces attitudes de certaines figures de l'opposition, et notamment
qui pensent que le gouvernement administre un mauvais traitement à la suite d'un mauvais diagnostic. Christian, moi je pense que le dialogue national qui a été convoqué par le président de la République et que nous avons tous appelé de nos voeux n'était qu'une simple antalgie. C'est-à-dire que cela visait juste d'essayer d'apaiser un certain nombre de tensions, mais cela ne s'est pas illustré comme une thérapie. C'est-à-dire qu'en réalité, comme un véritable remède à la solution et aux problèmes de nature dangereuse qui mine l'État du Cameroun avec cette crise. En quoi consisterait donc la thérapie? Oui, la thérapie consiste justement à faire ceci. Le président de la République et les États-Unis ont appelé le président de reprendre le dialogue. Non, moi je voudrais plutôt un dialogue restreint. Restreint avec qui? Restreint avec le président doit recevoir Sissi Kouayu Tabi au palais. Après lui, il reçoit Christian Toumi. Après Christian Toumi, il reçoit le professeur Boris Kamto. Et en dernière position, il reçoit Dindiol Foudi. Voilà pour ma part. Où est le lien? Où est le lien? Voilà, le premier lien. Déjà, c'est que la Cour, le tribunal militaire, tout le monde le sait, a condamné Sissi Kouayu Tabi à une réclusion de perpétuité. Et vous savez que dès que la décision était tombée, que nous tous avons commenté, il a demandé d'intensifier les actes de rébellion et d'assassinat du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Et ça n'a pas manqué de se manifester. Donc cela veut dire qu'il a un intérêt, comment dire, vif dans la résolution de cette crise. Donc le mettre de côté, je pense que c'est une erreur très grave. Maurice Kamto, président national du MLC, est également un acteur important. On ne peut pas être deuxième d'une élection, même s'il était mis en prison. Deuxième d'une élection et le premier, Paul Biya. Non, moi, je ne suis pas là des intrigues. Il est sorti deuxième. Non, je vous en prie, on ne rentrera pas dans cette Facebook, président vous me permettez justement d'évoluer. Et je pense pour ma part qu'un deuxième d'une élection présidentielle au Cameroun, on sait quels sont les enjeux. Il a un rôle important à jouer dans la construction de l'unité nationale. Il a un rôle à jouer dans l'édification et la refondation même de notre État. Donc Maurice Kamto est un acteur important dans ce dialogue, dans le sens d'aller dans le dialogue national. Il y a également le Christian Toumi, la Hall Conference qui a été chaque fois convoquée, annulée, mais il peut jouer un rôle important dans la résolution de cette crise. Il est d'ailleurs dans la caravane. Il a été consulté même. Il a été consulté, mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en réalité, moi, il faut faire un peu plus. Oui, moi j'étais de ceux qui estiment et qui pensent avec fermeté qu'on pouvait donner une occasion à son éminence, cardinal Christian Toumi, justement, de procéder d'abord à une conférence, c'est-à-dire que restreinte entre les populations du nord-ouest et du sud-ouest. Et à partir de là, il peut ressortir un certain nombre, justement, d'idées convaincantes qui puissent amener, justement, l'État du Cameroun à revenir dans les meilleurs sentiments. Et Dindiol Foudi, c'est quand même le leader historique de l'opposition, on ne va pas l'oublier. Même si aujourd'hui on peut parler de Maurice Kamto, mais on parle d'abord de Dindiol Foudi. Donc, voilà des acteurs qui, à mon sens, de votre point de vue, me paraissent importants, justement, dans un autre dialogue, mais plus national, général ou inclusif, mais un dialogue restreint entre ces personnalités. Voilà donc. Et je suis convaincu qu'on peut arriver, on peut déboucher à une solution de paix dans les zones dites querellées. Voilà, l'année 2019 au Cameroun, après le discours, le message du chef de l'État le 31 décembre 2018 n'a pas que été au rythme de la politique, même si cette politique et cette sécurité a pris une grande partie justement du développement. On en était à se demander ce qui s'est passé sur le plan de la sécurité entre le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019. On peut aussi s'interroger justement sur ce qui s'est fait en matière économique au regard de ce que le chef de l'État pouvait envisager pour l'année 2019 au Cameroun. Je vous suggère, avant d'évoquer cette question-là, de suivre cet élément que nous propose Yvonne Katinken. Pour atteindre cet objectif, il nous faudra pour cela nous atteler à 3 tâches fondamentales. Rétablir la sécurité, conforter notre croissance économique et améliorer sensiblement les conditions de vie des Camerounais. Le Cameroun a atteint 4,2% du PIB, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique, performance due au dynamisme dans quelques secteurs d'activité. Le 8 novembre 2019, dans la 5e revue trimestrielle du programme économique et financier,
Le FMI exprimait son satisfait sur la conduite de ce programme. Il a été relevé que le Cameroun achèvera l'année 2019 avec un taux de croissance de 3,9%, ce qui est une légère baisse par rapport à l'année 2018, qui s'est achevée avec un taux de 4,1%. Les défis sécuritaires auxquels fait face le pays sont à l'origine de cette baisse. Bien que l'économie diversifiée du Cameroun reste un atout, sa forte exposition aux fluctuations des prix mondiaux sont une source de vulnérabilité. Mais le président Biya a perçu la priorité à laquelle il aurait fallu s'atteler. Nous continuerons à doter notre pays d'infrastructures d'énergie, à la fois pour répondre aux besoins de notre agro-industrie et de nos différents secteurs industriels, ainsi que pour satisfaire les demandes de nos populations. Aux barrages hydroélectriques s'ajouteront aussi des centrales solaires destinées à l'électrification des zones rurales. Mais combien de villages ont bénéficié de l'électrification ? La question se pose au moment où les délestages se sont intensifiés. Les Camerounais espèrent des réponses le 31 décembre 2019 pour comprendre le pourquoi de ces déficits énergétiques alors que de nombreux barrages ont été mis en service. Et l'électrification des zones rurales, qu'est-elle devenue ? La croissance projetée devrait atteindre les 4,4% grâce à la mise en place d'infrastructures de production énergétique, infrastructures routières et de transport, entre autres. Mais le niveau de recettes budgétaires attendu a connu de nombreuses fluctuations. Le Cameroun devrait poursuivre la restauration de l'équilibre budgétaire. Même si l'économie du pays reste la plus résiliente de l'Afrique centrale, le 31 décembre 2019, le président Biya devrait revenir sur cette préoccupation majeure qui reste l'augmentation de la croissance qui implique forcément l'amélioration des conditions de vie des populations. Voilà, cet élément d'Yvonne Katinken nous donne quand même quelques éléments d'appréciation de ce que le chef de l'État annonçait ou envisageait pour ses compatriotes sur l'aspect économique lors de son message le 31 décembre 2018. Alors, Didier Mkwa, lorsque vous l'écoutez, la croissance du Cameroun, Yvonne Katinken l'a dit, a peut-être pas régressé, mais a donné des signaux d'amélioration. Il y a aussi l'éternel problème du développement économique avec, bien évidemment, l'incidence de la disponibilité de l'électricité. De votre point de vue, est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, au 31 décembre 2019, qu'il y a eu effectivement des points positifs par rapport à ce que le chef de l'État a annoncé? Écoutez, moi je suis un Camerounais d'en bas. Lorsque vous me posez une telle question, je peux vous dire que je ne suis pas satisfait. Vu par exemple le nombre, la qualité même de distribution de l'énergie. Il y a un discours pour nous embellificoter, on nous parle de résilience économique. Oui, on parle aussi de la résilience climatique. Que veut dire résilience? La résilience est une résistance qui vous permet de vous relancer. Est-ce qu'aujourd'hui, on est capable, dans la situation économique où nous nous trouvons, d'être résistant et nous relancer? Je crois que non. Il y a 4 moteurs en économie. Il y a la production, il y a la consommation, il y a la qualité de la politique budgétaire, maintenant il y a l'exportation. Lorsque vous prenez point par point, vous vous rendez compte que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. On a l'impression que c'est resté dans un discours, c'est resté un simple slogan, c'est resté même, je dirais même de l'incantation. Les Camerounais sont pauvres. Si on avait le temps, je ne suis pas un économiste, mais c'est le professeur Bekolo qui disait qu'une croissance à 2 chiffres peut être un taux de croissance appauvrissant. Parce que la croissance n'engendre pas directement le développement, si tant il est que le développement sur le plan quantitatif est la redistribution équitable des fruits de la croissance. Et donc, mais si la croissance est bloquée par une fraction à Yaoundé, qui s'appuie sur des entités extra-politiques telles que
les religieux, nous avons suivi hier une interview de l'éminent Kadan Toumi qui disait que le président Diallo distribue 1 million, 2 millions, 3 millions, selon qu'on soit archevêque, évêque ou je ne sais pas quoi, au cardinal. Vous pensez que c'est un frein à l'économie? Bien sûr, oui, ça c'est les entités, oui. Soit sur l'armée, qui s'appuie, j'ai parlé des entités extra-politiques, c'est-à-dire l'armée, les chefs traditionnels qui ont des salaires, et puis ces religieux-là, pour que eux, avec un discours anesthésiant, qui bloque le peuple à réfléchir. Donc l'économie, il faut dire la vérité. Peut-être on ne dit pas tout la vérité au chef de l'État. Peut-être il est un peu au courant qu'on peut faire, par exemple, une semaine à Banganté sans lumière. Mais monsieur, est-ce que vous savez que... Il en parlait déjà dans... Beaucoup de Camerounais, oui, c'est dans l'incantation. Beaucoup de Camerounais aujourd'hui, beaucoup de Malaisiens ou bien beaucoup d'Asiatiques, monsieur, frappent à la porte du Cameroun pour venir installer des entreprises de fonderie. Mais à cause du fait que le gap énergétique est très très élevé, ils sont obligés de repartir. Alors que ce n'est pas les potentialités naturelles qui manquent. Très bien. Alors Mathias Kameni, vous brûliez d'envie de prendre la parole. On a écouté cet extrait du chef de l'État. On peut vous permettre d'avoir votre regard global entre 2018, notamment le 31 décembre, et le 31 décembre 2019. Il y a des éléments de croissance qui étaient voulus, l'électrification qui était voulue, avec bien évidemment les barrages et tout ce qui est quand même effectif. On peut en voir quelques-uns. De votre point de vue, il n'y a pas des éléments qui puissent permettre de dire quand même qu'il y a eu des embellies, même dans une moindre mesure? La solution, je pense que le GICAM l'avait apporté. Oui. En interpellant le gouvernement pour lui dire que la situation est grave. Si le GICAM interpelle le gouvernement, qui suis-je pour venir encore apporter une solution? Le GICAM avait dit au président, au gouvernement, que l'heure est grave. Vous êtes toujours d'accord avec tout ce que le GICAM dit? Mais tout à fait. J'ai dit qu'ils sont encore mieux placés que moi d'analyser la situation et de faire part au gouvernement. Et la compréhension que vous avez fait justement ils de ont cette dit, sortie du GICAM? faites attention, les grandes sociétés risqueraient de fermer les portes. Parce que ça ne va plus. Bon, laissons ce côté. Allons du côté de l'énergie. Mais monsieur, j'étais à Bamban. On me disait là-bas que ça faisait un mois, il n'y avait pas d'électricité. Je payais 800 francs pour charger mon téléphone par jour. Alors qu'on nous a annoncé de grands barrages, ici Meveleux, mais qu'on a... Ces barrages sont là. Il faut le rappeler qu'on a mis beaucoup de milliards là-bas. Mais qu'est-ce qui peut se passer qu'aujourd'hui, il y a encore des délestages même dans les grandes villes. Il y a une des comme Douala. Même à Etourdi, on coupe la lumière. Non. Mais je vous dis, on coupe la lumière à Etourdi, monsieur. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous dis, à Etourdi, on coupe la lumière. À Etourdi, on ne va pas rester sur Etourdi. J'ai vu des camions de citernes venir ravitailler le quartier Etourdi en eau potable. Ah oui, le quartier, pas le palais. Okay. Mais je vous le dis, est-ce que c'est encore possible au 21e siècle au Cameroun, un pays où M. Biya a hérité, un pays prospère que M. Biya a hérité? Est-ce que c'est encore normal qu'au 21e siècle, un camion citerne au Cameroun va dans un quartier comme Etourdi, ravitailler les populations de l'eau potable? Ça ne suffit pas. On a vu les enfants mourir. Pour terminer, au Grand Nord, dans la région de M. Amadou Barra, oui, en allant chercher de l'eau dans le puits. Dans votre région, M. Amadou Barra, le représentant du RDPC, il faut retenir que votre région est la plus pauvre au Cameroun, où les populations sont sous-scolarisées. Mais vous continuez à être fidèle à M. Biya. Très bien, c'est noté, Mathias. C'est ce qu'il faut le dire, M. Barra. Alors, voilà qui est tout trouvé. Amadou Oumara, il y a dans ces propos de Mathias Kameni, et un peu avant de Didier Mkwa, un questionnement sur l'impact réel d'un certain nombre de grands chantiers, quoique visibles, sur l'impact réel dans le quotidien de nos compatriotes en matière d'électrification. Est-ce que vous pouvez, au soir du 31 décembre 2019, dire avec emphase que les prévisions, les aspirations, les intentions annoncées par le discours du chef de l'État en 2018 ont trouvé des zones positives pour le Cameroun? Oui, M. Dobo, je souhaite dire à M. Kameni du MRC, il cesse d'instrumentaliser les Camerounais. Parce que le MRC a un discours de haine, a un discours de division, et soit disant que l'extrême nord du pays, c'est une région marginalisée.
les problèmes de l'eau et de l'électricité, c'est un problème général. Même ici à Douala, dans certains quartiers du pays, il n'y a pas d'eau. Et à Yaoundé, il n'y a pas d'électricité. C'est très bien de l'entendre. S'ils pensent dire que l'extrême nord du pays est marginalisé, s'il y a ces petites difficultés, c'est au niveau national. Revenons maintenant au niveau de l'électricité et de la santé économique du pays. Mais c'est notre pays traverse une période très difficile de son histoire. Boko Haram nous a menacés depuis 2013-14. La crise nous a 3 ans. Ces deux guerres ont impacté sur l'économie de notre pays. Le Cameroun est debout malgré ces deux crises. Savez-vous combien de milliards que nous perdons dans les 2 régions du pays? Savez-vous combien de milliards nous perdons pour l'entretenir l'armée qui est au front? Tout ça, dans ces pays, on n'a jamais pensé ne pas payer un Camerounais. Les salaires des Camerounais passent. Certains pays d'Afrique centrale ont des difficultés à payer même les salaires des fonctionnaires. Et voyez-vous, toutes les dispositions ont été prises pour résoudre ces problèmes d'abord. Les 2 crises, l'extrême du pays et la crise anglophone. C'est ces 2 crises que je viens de dire qui saignent l'économie de notre pays. Et malgré cette économie, cette crise, le pays est debout. Et par rapport à l'électricité dont il parle, il y a 3 phases. Il y a la production, il y a la distribution, il y a la consommation. Au niveau de production, nous avons des barrages qui sont déjà presque opérationnels. Il y a Mebele, il y a Lompangar, il y a Mekim et consorts. Je pense que d'ici peu, les Camerounais auront un mauvais souvenir de délestage. Tous les jours. Et tous aussi, les jours, des grands discours. Monsieur Ndobo, il faut que nous sensibilisons les Camerounais à être des Camerounais et qui aussi accompagnent la société Enéo dans son travail. Parce que ce qu'on dit de manière triviale dans les quartiers, il y a ce qu'on appelle le son-loulou, M. Ndobo. Ces son-loulou fragilisent les transports moteurs. Ces transports moteurs ont une capacité de distribution de cette électricité, mais s'il y a des branchements anarchiques, de toute façon, ça fait que les transporteurs moteurs, toujours en explosion, ça va causer les délestages au sein des quartiers. Ne vous aventurez pas là, c'est vous de ne ça connaissez qu'il est pas. question. Et maintenant, à ce niveau de la santé économique du pays, ça avance dans de très bonnes conditions. Malgré les tensions dans ces 2 régions du pays, le gouvernement de la République a pris toutes les dispositions. Nous sommes en paix. Et les Camerounais, chaque Camerounais à son niveau a contribué de toute façon pour que la pays revienne. Et l'économie dont on parle là, selon le programme des Nations Unies pour le développement, notre pays est classé 21e sur le plan africain. Voyez-vous, malgré c'est le plan africain, malgré ces difficultés, malgré ces difficultés que nous vivons, mais on a un poids économique. Et nous parvenons quand même à joindre le debout. Ne faisons pas un discours de tout a échoué. Très bien. Tout n'a pas échoué. Très bien. Serge Gauthier Onanena, vous semblez ne pas partager cet avis d'Amadou Omara, mais la question fondamentale reste sur le cap d'une année écoulée, sur les propos du chef de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire qu'il y a des points sur lesquels le Cameroun a fait des pas, et il y a sans doute des points sur lesquels le Cameroun mérite de faire peut-être une correction? Alors, monsieur d'abord, je ne suis pas économiste. Ce que vous observez en tant que de façon politique. basique, la Oui. croissance économique s'apprécie dans le panier de la ménagère. Vous rationnez, vous donnez de l'argent de ration chez vous. Quand vous sortez le matin, vous donnez de l'argent de ration. Vous avez l'impression que votre femme est satisfaite au quotidien et vous apporte un retour, c'est-à-dire la différence de la ration. Ça veut dire que les prix, nous sommes toujours, il y a de l'inflation. Simplement. Maintenant, on connaît une avancée économique parce qu'on a un problème au Cameroun. On a beaucoup choisi d'investir sur les infrastructures plutôt que sur les hommes, alors que les économies sérieuses ont fait le chemin inverse parce que les hommes bien formés ont la capacité Le génie créateur. Le génie créateur. Le Rwanda, partout. Nous, on est dans beaucoup d'infrastructures. Moi, j'ai échangé avec le maire d'une ville qui a fait construire un hôtel de ville à 655 millions, là-bas endetté auprès du PECOM. Et je lui disais, monsieur le maire, votre commune n'est d'aucune utilité à 50 000 habitants parce qu'il y a des gens qui vont faire 20 ans, ne vont pas venir là-bas, dans votre hôtel de ville. Et sur le plan concret, ça ne va rien changer.
Quand on parle de ces infrastructures, dans les villages, qui a de l'eau? Est-ce qu'il y a de l'électricité? Moi, je sors de 14. Ça fait une semaine qu'il n'y a pas eu d'eau là-bas. On m'a parlé de production, distribution et consommation. Je voudrais dire à monsieur du RDPC qu'il seulement les pertes entre le barrage et la zone de distribution montrent que l'entreprise, je ne veux pas lui faire de la contre-publicité, n'est pas efficace en termes de mécanisme de transport. Ça n'a rien à voir avec le petit kilowatt que vous dépensez, que vous consommez chez vous, le soi-disant loulou. Mais il parle quand même de son loulou. Ben écoutez, s'il veut qu'on entre dans le son loulou, pourquoi vous payez 75 francs le kilowatt et Aluc en paye 1 franc? Très bien. Il faut qu'on fasse très attention parce qu'on peut créer les polémiques et c'est eux dans le RDPC qui auront une discrimination. Voilà. Je voulais dire que on termine par là, oui. Je voulais dire que dans l'agriculture, rien n'a été innovant. On continue à exporter le riz, de l'huile de palme, et le maïs n'est pas suffisant. Le blé nous vient de l'étranger. Le poisson, nous ne pêchons pas. Ce sont des choses simples. Les enfants, beaucoup de villages n'ont pas d'eau, d'électricité, de routes, d'écoles. Et la question de l'emploi est criarde. Ce sont là des indicateurs. Des piliers de l'économie, des indicateurs qui, de votre point de vue, marquent le statu quo. Alors, Luison et Somba, on est dans un environnement où ce message du chef de l'État voudrait donner, en tout cas en 2018, une orientation pour booster davantage l'économie. Est-ce que vous avez l'impression, au soir du 31 décembre 2019, que le Cameroun a stagné, comme le pensent quelques-uns, ou qu'il y a des points sur lesquels on peut être satisfait? Je pense pour ma part que le Cameroun, j'écoutais encore un économiste, permettez-moi d'entrer dans le domaine par réfraction, ce n'est pas mon champ. J'écoutais M. Zing qui nous disait l'autre jour sur un autre plateau de télévision que le taux de croissance a évolué progressivement au Cameroun depuis 2016. Il évoquait, avec des grilles de lecture pertinentes, appuyé sur des éléments, sur les prismes économiques, il a justement évoqué et soutenu sa thèse. Mais je dois dire que le Cameroun traverse, et ça je peux rejoindre sur un pan de son propos, M. Aoudou, le Cameroun traverse quand même un moment difficile. C'est-à-dire que juguler 3 crises, avec la CDC qui a fermé, on n'oublie pas justement le cas, par exemple, de corruption, des Sonara. Il y a les détournements de fonds publics aujourd'hui que l'on considère comme des atteintes à l'ordre public économique. Vous avez, mais par-dessus tout quand même, on réalise que l'État, moi je suis fonctionnaire, tous les mois, j'arrive quand même à toucher mon salaire malgré les difficultés de récession économique. C'est quand même des choses qu'on peut mettre à l'actif du gouvernement. Mais je dis ceci, la bonne analyse doit se faire au niveau, au ras le sol. C'est-à-dire que parce que quand on est au sommet, on ne peut pas bien analyser. La bonne analyse se fait au ras le sol. Qu'est-ce que l'on constate sur nos marchés, disons là le panier de la ménagère, comme l'a dit M. Onanena. Quand vous donnez aujourd'hui 10 000 à votre épouse pour le marché, M. Ndobo, ça ne fait pas 2 jours. Elle vous tend la main parce que ça ne va pas. Ça veut donc dire qu'en réalité, quand le plus bas peuple est satisfait, on peut par là croire que effectivement on est dans une logique de croissance économique. Parce que le bas peuple ne souffre pas. Tu peux t'acheter ta boîte de riz à 75 francs, mais quand tu arrives sur le marché, c'est 150. Il y a donc un sérieux problème. Cela veut dire quoi? Que sur le taux de croissance économique, on se rend compte que le panier de la ménagère ne s'est pas amélioré dans le sens justement de l'épanouissement des populations au Cameroun. Alors, Luison et Somba, pour terminer avec cette question, parce que le temps nous tient à la gorge, est-ce qu'on ne pourrait pas évoquer la question de la redistribution? La richesse peut-être est produite, peut-être pas assez. Bon, est-ce qu'on n'a pas aussi cette interrogation sur la redistribution de Non, la question de la redistribution que vous posez m'amène donc à faire une autre analyse, du moins à lever le curseur sur un autre plan pour indiquer que nous allons donc attendre avec le Code général sur la décentralisation, avec les 15% conférés au niveau des collectivités territoriales décentralisées. On verra au moins, et à partir de là, parce que vous savez qu'avant cela, c'était 1% qui était transféré aux communes, mais maintenant c'est 15%. On espère que nos maires feront justement d'une bonne utilisation pour que cela serve aux populations de notre pays. Très bien. Alors, cher monsieur, en 1 minute chacun, parce que le journal est annoncé tout à l'heure, et Catherine Moukouri prendra le relais avant le discours du chef de l'État. Mathias Kameni, je commence par vous. Ce message du chef de l'État que nous attendons, si il vous était demandé de placer 1 ou 2 attentes par rapport à ce message qui sera
délivrer dans un instant. J'aurais souhaité qu'il annonce qu'enfin, il a donc constaté lui-même qu'il a été défaillant et qu'il demande pardon au peuple camerounais et qu'il doit laisser le pouvoir. Très bien. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Alors, Amadou Oumara, ce vœu de Mathias Kameni là, pour vous, à quoi ça vous fait penser? Mais voyez-vous, les militaires du MRC, même le président Kamto lui-même, ils sont toujours en déphasage et en non-conformité sur leurs propos. Parce que MRC, depuis que c'est parti politique, est allé aux élections présidentielles, c'est vraiment du tribalisme. Quel est votre vœu? C'est ça le problème. Le président dira quoi? Et le problème que ce parti a, c'est diviser les Camerounais. Et vous, qu'est-ce que vous attendez du message du chef de l'État ce soir? Voyez-vous, le président de la République, ce qui met au pouvoir, Paul Biya, s'adressera à la nation ce soir. Nos attentes, c'est que le président de la République continue toujours à renforcer et à moderniser notre démocratie. Parce que lui-même, il avait dit que c'est lui qui a apporté la démocratie. De un, parce que les élections présidentielles, municipales et législatives, il y a 35 partis politiques qui compétiront. C'est la démocratie qui a avancé. Deuxièmement, le président de la République a la même tendue toujours à ces deux régions du pays. Ses fils et ses filles qui ont semé de la terreur, qui ont pris les armes contre la nation, rentrent dans la maison mère et ils seront intégrés dans le CDDR. Troisièmement, pour terminer, parce qu'on n'a pas le temps. Pour terminer, le président de la République, c'est pas un meeting. C'est pas un meeting. Vous n'avez pas fait le meeting ici. Et vous améliorer à la jeunesse. les conditions de vie. Vous avez un vieux président de 39 ans, vous venez fatiguer les gens. Très bien. On va être poli, Mathias Kameni. Hein, ils sont comme choses. Ça. On va être poli. Ils sont comme ça. Serge Gatire Onanena, pour vous, vous souhaitez recevoir quoi du chef de l'État dans un État? Un accent dans la création des richesses. C'est ça la clé, la création de la richesse. Plus de justice sociale. Parce que les Camerounais en ont ras-le-bol de l'injustice qu'ils subissent à tous les niveaux. Et donc, plus un dynamisme et de la vitalité dans la prise de décision. Très bien. Oui, je conseillerais, si je pouvais, le chef de l'État à reprendre sienne les recommandations du président Daniel Kemajou au Premier ministre Aïdo. C'est-à-dire accorder l'amnistie générale à tous les acteurs majeurs, même ceux qui sont en prison, et organiser une table ronde pour que le Cameroun assure son émergence. Et je voulais, pour sortir d'ici, dire qu'on ne juge pas la qualité de vie d'un homme à partir du taux de croissance économique. C'est pas l'indicateur de développement humain. C'est à ce moment-là qu'on peut juger la qualité de vie d'un peuple. Luson et Somba, il y a eu beaucoup de chantiers au cours de l'année 2019. Quelques-uns qui n'étaient peut-être même pas annoncés dans le discours de 2018, le grand dialogue, le code général portant sur les collectivités territoriales décentralisées et j'en passe, la question des libertés publiques, vous citiez à l'instant certains acteurs. Qu'est-ce que vous pouvez espérer de ce message du chef de l'État qui nous sera finalement transmis dans quelques instants? Christian, que ce soit la recherche de l'épanouissement des citoyens, que ce soit la recherche du taux de croissance, que ce soit bien-être, moi je pense que tout cela se structure autour de la paix. Tant qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de développement. Et avec la guerre, il y a la misère. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait de ce que le président de la République, d'ailleurs vous avez vu tout son discours la dernière fois, il appuie pour protester la paix. Donc il a dit au sommet, au piédestal des Nations Unies, qu'il est mendiant de la paix. Alors je pense que pour ce discours, le président doit donc, après ce discours, mendier la paix auprès des personnes que je venais de citer tout à l'heure. Professeur Maurice Kamto, Sissi Kouaoutabe, Cardinal Christian Toumi et John Fodi. Voilà ce que je venais de dire. Président de la République. Très bien, cher monsieur. On va vous dire merci d'avoir pris un peu de votre temps pour venir planter le décor et surtout revisiter avec nous quelques faits de ce discours de 2018 du 31 décembre, alors que est annoncé le journal, le JT d'Aimé Catherine Moukouri. On va vous dire merci, Mathias Kameni, Serge Onanena, Didier Yimkwa, Amadou Oumara et bien évidemment le docteur Luson Essomba.
Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Nous restons ensemble. On revient juste derrière le journal d'Aimé Catherine Moutouri pour annoncer ce plateau depuis Yaoundé entre Rodrigue Tongué et ses invités pour le décryptage de ce discours du chef de l'État que nous aurons écouté au préalable. Alors que la régie nous fait des signes, on va voir si de l'autre côté du studio, effectivement, Aimé Catherine Moukouri est déjà en poste, si cela est possible. Aimé Catherine Moukouri, bonsoir. Bonsoir à vous, Patrick Christian Ndobo. Bonsoir à tous vos panélistes et à nos millions de téléspectateurs. C'est tout un plaisir de vous retrouver pour la dernière édition du 19h50 de l'année 2019. Voilà, un journal plutôt soft qui va donc nous entraîner vers ce discours du chef de l'État. Nous, on vous souhaite donc un excellent journal et surtout à tout à l'heure avant le discours. À tout à l'heure, Patrick Christian Ndobo.